L'ère du changement. Mesdames, messieurs, entendez-vous résonner dans vos cœurs le poids d'un monde qui s'éteint et se meurt? En tant que capitaine des destins d'entreprise, vous tenez dans vos mains le rêve d'une terre promise, d'une promesse d'alternative, d'un champ des possibles, financer la transition, ne plus être impassible. Écoutez un instant ce vent qui souffle, celui de l'urgence, de la transition, dans un monde à bout de souffle. Quel est le coût de l'inaction? Je me le demande. La sobriété n'est pas un simple mot à la mode. C'est une force, une richesse qui nous libère des excès, du superflu qui nous écrase, libéré, délivré. L'efficacité énergétique s'apparente à un acte de foi, une main tendue vers l'avenir, un grand oui à la vie. On pense qu'agir coûte cher, que le chemin est difficile, pourtant il est beaucoup moindre face au prix du déni. Intégrons dans nos bilans l'héritage en passif, la transmission à l'actif, d'un silence au cœur du désert, d'une montagne, d'une mer, l'usage et l'apanage des peuples reliés à leur terre. Car ici, nous ne possédons rien, rien ne nous appartient, nous sommes locataires de cette terre et nous n'y pouvons rien. Donnons un autre sens à l'usage, une autre valeur, celle du partage de la richesse pour être à la hauteur. Alors je vous interpelle et vous pose cette question. Souhaitons-nous financer l'espoir ou la désillusion? Car transmettre aujourd'hui, c'est protéger demain, c'est décider ensemble d'un autre chemin. Alors je vous propose aujourd'hui comme investissement d'injecter le capital de la vie pour l'avenir du vivant. Protéger demain revient à semer les graines de l'inconnu, afin que l'avenir incertain s'éveille à nous, se mette à nu. Héritiers du passé, nous en sommes aussi les gardiens, tisserand du lien entre hier, aujourd'hui et demain. Hériter, c'est ajouter une part de soi au récit, murmurer des histoires et se demander « et si ?» Alors soyons dépositaires de ce rêve que l'on chuchote à voix basse, pour qu'il grandisse en silence, afin qu'il nous dépasse et qu'il prenne enfin place. Merci. Un grand merci, Fatih. Ça fait beaucoup de bien de commencer avec un petit peu de poésie. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout essayé pour mobiliser la transition, même la poésie, mais c'est absolument nécessaire. Dans le monde dans lequel on vit, Fatih, vous avez parlé du coût et de l'inaction. On va parler aujourd'hui un petit peu aussi du coût de l'action. Mais avant, je voudrais me présenter et présenter nos intervenants. Personnellement, moi, je m'appelle Stéphane Voisin. Je suis directeur de la recherche finance durable à l'Institut Louis Bachelier, qui est un institut de recherche académique. Et aussi, je dirige la fondation PARC pour Paris Agreement Research Commons. Je vais présenter ensuite nos différents intervenants. On aura Léa Boudet, qui est secrétaire générale adjointe au secrétariat à la planification écologique, qui va commencer et nous donner une introduction au chapeau. Laurent Berger, à ma droite, va parler un petit peu concrètement de la mise en œuvre de ce financement de la transition dans un groupe mutualiste. On verra à quel point c'est important. Fanny va nous parler d'un autre instrument du financement de la transition qui est extrêmement important, qui est l'investissement en action. Et puis Jérôme va conclure sur, donc Jérôme, secrétaire général adjoint de l'AMF, plus spécifiquement en charge de la régulation et des affaires internationales, va nous donner un petit peu un point de vue synthétique sur cette dynamique réglementaire en cours qui est extrêmement importante et sur laquelle on a besoin de visibilité. La première agence de notation ESG avait été fondée par une femme il y a presque 40 ans maintenant, qui s'appelait Amy Domini. On était aux États-Unis, comme quoi le monde a changé. Et Amy Domini avait pour devise « La façon dont nous investissons crée le monde dans lequel nous vivons. The way we invest shapes the world we live in. » Voilà, je crois qu'on est au cœur déjà
de la thématique de pro-durable, héritage, et on est tout de suite déjà au cœur du sujet. En introduction de ces interventions, je voulais juste donner une petite note sur justement ce coût de l'action, ce coût de financement, et vous rappeler quelques chiffres clés du financement de la transition dans le monde. Je pense que Léa vous parlera plus spécifiquement des enjeux de transition en France et en Europe. Les enjeux clés, il faut les avoir en tête. Financer la transition, c'est mobiliser entre 6 et 8 000 milliards de dollars par an. Un chiffre faramineux. Où on en est aujourd'hui, selon les différentes études, l'AIE, l'OCDE, CPI, I4C pour la France, on en est aux alentours de 2 000 milliards d'euros. Donc un gap de financement au moins de 4 000 milliards d'euros. Donc beaucoup d'experts disent, si on n'arrive toujours pas à infléchir les émissions de CO2 globalement, c'est tout simplement qu'on n'a pas encore mis assez d'argent sur la table. Un autre point aussi important, tout en investissant, c'est qu'il faut garder en tête ce fameux ratio financement vert versus financement fossile. Voilà. Quand on fait un régime, il faut compter toutes les calories, les bonnes calories des légumes et des fruits, mais aussi les calories des crèmes glacées qu'on va manger en plein après-midi. Et voilà, donc c'est la même chose pour ce régime de la transition. Il faut aussi compter les énergies fossiles. Et ce ratio, selon l'AIE aujourd'hui, il est le 1 pour 2. 1 dollar dans les énergies fossiles pour 2 dollars dans les énergies et les activités bas carbone. Il doit monter à 6, voire 10, selon la plupart des experts aujourd'hui. Il y a un consensus là-dessus. Voilà, donc ce chiffre est faramineux. La bonne nouvelle, c'est que alors c'est le coût. Ce coût de l'action comparé au coût de l'inaction, comme le disait Fatih, c'est environ 5% du PIB mondial. Okay, si on prend ce fameux indicateur que vous connaissez sans doute, ou qui ont fait un petit peu de comptabilité nationale à la formation brute de capital fixe, en gros, il faut verdir à peu près 25% de la formation brute de capital fixe dans le monde, et on arrivera à ce niveau-là, où on en est aujourd'hui à peu près 5%. Donc il y a 20% d'efforts à faire. Mais l'idée, c'est évidemment, plutôt que d'assécher les petites rivières de tous les financements publics et privés, c'est de détourner les grands fleuves de la finance mondiale. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Voilà. Ces financements, ils vont, et là, encore une fois, CPI et I4C font les choses de façon, enfin, ont un panorama des financements qui est extrêmement précis et nous disent que ça sera en grande partie des instruments de crédit qui parviendront à combler ce déficit de financement. Mais il nous dit aussi que les financements publics ont un rôle, et on le verra avec Léa, et ils nous disent aussi que les financements en action ont un rôle très important à jouer, et particulièrement en private equity, qui a tendance à générer plus d'argent frais, on va dire, que le public equity. Voilà, sur ce, je vais passer directement la parole à Léa pour nous parler un petit peu de son action au sein du SGPE. Merci Léa. Merci beaucoup Stéphane. Je suis ravie de faire cette introduction du thème financer et gouverner la transition, puisque ça fait écho à mon expérience personnelle, puisque j'ai rejoint il y a 3 ans le secrétariat général à la planification écologique, donc qui est une administration nouvelle à l'échelle de l'État. C'est 3 ans d'historique, c'est récent, sur les sujets de transition. Donc peut-être simplement vous rappeler que la transition écologique, c'est un domaine extrêmement large, puisqu'on a non seulement les enjeux avec lesquels je pense que vous êtes extrêmement familiers, qui sont ceux d'atténuation et d'adaptation sur le carbone, mais aussi la préservation de la biodiversité, de la santé et la gestion des ressources. Vous savez tous qu'on a des engagements nationaux et européens très ambitieux dans ces domaines. Et sur la partie carbone, juste pour vous rappeler un ordre de grandeur, on a fait sur les 35 dernières années les 2/3 du chemin. Et il nous reste, du coup, sur les 5 prochaines années, 1/3 du chemin à faire. Donc ça veut dire qu'on a une vraie pente d'accélération très forte. Face à ces défis-là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, en termes de gouvernance au SGPE, pour être à la hauteur de ce défi ? On a essayé de montrer et de tracer qu'un chemin est possible, en fait, pour respecter ces objectifs à horizon 2030, et ce, via un plan qu'on a essayé de construire, qui doit être cohérent, collectif et concret. Tout d'abord, un plan cohérent, et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Qu'est-ce que j'entends par cohérence ? Vous êtes là aussi, je pense, familier avec les grandes stratégies de l'État, que sont la stratégie nationale bas carbone, la PPE,
la stratégie nationale biodiversité, mais une fois qu'on fait la somme de toutes ces stratégies et de ces actions, est-ce qu'on a assez de ressources, d'électricité, de foncier, de biomasse, pour faire ces actions-là? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je vais prioriser les actions, selon quel merit order, désolé de l'anglicisme, je vais prioriser mes actions pour arriver à atteindre ces objectifs? L'importance de cette cohérence a été extrêmement frappante sur les enjeux de bouclage biomasse, où on s'est rendu compte qu'on n'allait pas avoir assez de biomasse pour tout faire, et donc comment est-ce qu'on priorise la politique publique en conséquence. Donc premièrement, un plan cohérent. Deuxièmement, un plan collectif. On n'arrivera pas à atteindre nos objectifs si on ne mobilise pas tous les acteurs, État, collectivités, entreprises, ménages. Là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que 75% de la réduction des émissions doit être fait par la partie publique et les entreprises, et 25% réside sur les ménages. Comment est-ce qu'on a essayé en termes de gouvernance de rendre ce plan collectif? Donc on a l'habitude de ces grands caps et de ces grands caps nationaux de stratégie et de décomposition par secteur. On a fait un exercice dit de territorialisation, où on est allé voir chacune des régions, non pas pour leur dire « voici vos objectifs », mais grâce à certaines proxys et moyennes pour dire voici un chemin qu'on pourrait envisager comme atteignable pour vous à 2030. Vous pouvez modifier les différents leviers, c'est-à-dire vous pouvez estimer qu'il faut vous pouvez faire plus de rénovation des logements et moins de véhicules électriques. Néanmoins, il y a une seule règle, il faut que la réduction des émissions reste constante. Et ça, c'était un exercice intéressant parce que finalement, on a réussi à converger avec pas mal de régions sur les objectifs. Et ça nous a aussi frappé sur la partie, je vous parlais tout à l'heure du bouclage. On a par exemple une région Occitanie qui nous a dit « Ah oui, non, l'ambition sur la rénovation des logements est beaucoup trop élevée. Néanmoins, moi, je peux faire beaucoup plus de véhicules électriques. » Mais quand on regardait les chiffres, ça impliquait que l'intégralité des véhicules électriques français roulent uniquement en Occitanie à horizon 2030. Donc là, on s'est dit « Cohérence, il y a un petit problème. » Donc, un plan cohérent, un plan collectif où on embarque les territoires. Et enfin, dernier point, et pour moi le plus important, un plan concret. C'est-à-dire que derrière chacun des objectifs, on a essayé de mettre des leviers de politique publique. Donc il y a des réunions qui ont été organisées au niveau de la Première ministre de l'époque par grand secteur, bâtiments, eau, biodiversité, pour dire très bien, on se fixe un objectif de 200 000 rénovations performantes en 2024. Qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Quel instrument, qu'il soit fiscal, budgétaire, réglementaire, comportemental, on va venir mobiliser pour crédibiliser cet objectif. Et ça me semble un point très important. Donc ce plan qu'on a construit, je termine sur la partie concrète, nécessite donc des financements si on veut pouvoir être crédible dans l'atteinte de nos objectifs. Stéphane en a un petit peu parlé. Je pense qu'il y a un point quand même positif pour passer un message, pas d'espoir, mais je trouve d'avancée. C'est que désormais en France, il y a un consensus sur les montants nécessaires à horizon 2030 pour atteindre nos objectifs d'atténuation. C'est à peu près une centaine de milliards d'euros supplémentaires pour venir atteindre nos objectifs. Sachant que là, je parle en investissement brut. Si on diminue des investissements bruns qu'on ne fera plus dans les chaudières fossiles ou dans les véhicules thermiques, on est à peu près à 66 milliards. Désormais, ça c'est un consensus et c'est une grande avancée puisque je pense que la sortie du rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz a largement contribué à ça. Ce n'était pas forcément le cas. Une fois qu'on a ce consensus, pour moi, il reste 3 grands défis qui nous font face sur le financement. Le premier, c'est celui de la répartition des investissements entre les acteurs. S'il y a consensus sur les 100 milliards, autant vous dire que sur qui paye quoi, c'est beaucoup moins consensuel. Combien pour l'État, combien pour les collectivités, combien pour les entreprises. Là-dessus, on a essayé, nous, côté SGPE, de poser un cadre d'analyse qui est public aujourd'hui, où on analyse les investissements de décarbonation selon deux axes. Le premier, la rentabilité des investissements à horizon 2030, et le deuxième, la capacité des acteurs à réaliser ces investissements. Capacité étant entendue comme capacité financière, mais aussi logistique, accès à l'information, emploi, compétences, etc. Ce qui ressort de cette analyse, c'est qu'il y a à peu près un tiers des investissements supplémentaires qui ne sont ni rentables, ni portés par des acteurs capables. Donc vous voyez, s'il y a une petite matrice à 2 axes, on est un peu dans le bas de la matrice. Et donc là, on se dit que sans une forme de soutien public, on n'arrivera pas à crédibiliser ces investissements. À l'inverse, il y a un quart des leviers de décarbonation qui sont portés par des acteurs capables et qui sont rentables. Donc là, on peut se dire que normalement, ça devrait spontanément se réaliser, ce qui n'est pas si simple puisque ça recouvre beaucoup des actions de sobriété. On a de gros changements de comportement à avoir. Donc premier défi, répartition des investissements entre les acteurs. Deuxième défi, la stabilité. Je ne reviendrai pas sur le contexte politique national aujourd'hui,
mais on a aussi un enjeu d'un contexte géopolitique de plus en plus instable et dans lequel la décarbonation peut être un levier pour renforcer notre souveraineté énergétique de manière assez conséquente. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, la facture des énergies fossiles importées, c'est à peu près 80 milliards. Si on tient notre plan de décarbonation horizon 2030, on réduit cette facture d'un tiers. Donc ça nous rend à la fois plus souverains, mais aussi économiquement plus forts. Et puis troisième défi, et je conclurai là-dessus, c'est celui de l'adaptation. On en a entendu parler avec l'introduction poétique. Je pense que c'est vraiment un défi massif face à des aléas qui sont de plus en plus fréquents et qui vont être hétérogènes sur le territoire français. Si on n'a pas d'action de prévention, on voit bien qu'on va avoir un coût des dommages plus important, des actifs qui se dégradent, des secteurs de moins en moins résilients. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Je pense que le point en amont, on a plein d'actions de prévention qui sont possibles. En aval, on a un enjeu de gestion de crise quand on est l'État, mais aussi un enjeu de mutualisation des dommages. Et donc le point clé sur ce sujet de l'adaptation me semble être d'avoir une politique de répartition de la charge de l'adaptation entre l'État, les collectivités, les entreprises, selon les responsabilités et les capacités de chacun. Et je pense que c'est un défi important pour un avenir proche. Merci beaucoup Léa et merci d'avoir mis en avant l'importance du mot gouverner, de la gouvernance de la transition, qui est absolument clé dans ce contexte. Alors, Laurent, vous êtes, et chaque mot compte, attention, directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et donc, vous êtes à la fois dans la mise en œuvre concrète de cette transition, et on le verra aussi après avec Fanny. Qu'est-ce que ça signifie en pratique pour un groupe mutualiste tel que le vôtre ? Bonjour à toutes et à tous. Pardon. J'ai un petit problème de voix, mais ça va aller. D'abord, c'est quoi groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale ? C'est évidemment la banque de réseau avec le Crédit Mutuel CIC. C'est une banque d'investissement, CIC, CIB. C'est une assurance du Crédit Mutuel. Donc, vous voyez, c'est aussi de la gestion d'actifs. Et donc, l'enjeu, il est de savoir d'où on parle et d'où je parle aujourd'hui. C'est d'un groupe mutualiste. Ça veut dire quoi un groupe mutualiste ? Le mutualisme, tel dans le monde bancaire, il est né au 19e siècle pour protéger les paysans des usuriers, en se mettant les uns avec les autres. Finalement, et donc avec une logique de mutualisation, évidemment, mais aussi de gestion du temps long. Et aujourd'hui, être dans une banque, qui assume d'être une banque mutualiste, ça veut dire qu'on n'a pas tous les matins des actionnaires derrière le dos, puisqu'il n'y en a pas. C'est une banque qui appartient à des sociétaires, à des élus mutualistes, et qui sont représentés par des élus mutualistes. Et ça veut dire la capacité à prendre aussi le pouls des aspirations. Je dis ça parce que dans une période de backlash, on va pouvoir parler dans le débat peut-être du monde bancaire et à quoi il est soumis aujourd'hui, hein, avec des alliances comme NZBA qui capotent, etc. Ça permet la gestion du temps long et un peu de tranquillité face à un peu de pression. Quand je dis la tranquillité, la pression, elle existe et c'est la situation, mais elle n'est pas dans le groupe tel qu'on est. Et donc, c'est une banque qui a décidé assez rapidement de s'inscrire dans son plan stratégique sur ce qu'on a appelé, j'ai dit skill parce que j'y étais pas encore, mener la révolution écologique et solidaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on est une banque, il faut savoir d'où on parle. Comment on a procédé ? Après ce plan stratégique, on a décidé de se donner les moyens de deux choses. C'est de se donner les moyens dédiés à cette transition. Et c'est, peut-être vous avez entendu parler, c'est ce qu'on a créé, ce dividende sociétal. Donc le dividende dans le monde mutualiste, c'est un petit côté anachronique, mais qui a pour vocation de financer et d'investir dans des projets à vocation environnementale et solidaire. Et j'insiste beaucoup à chaque fois sur le solidaire, parce qu'il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de justice. Et donc, 15% du résultat net, c'est-à-dire cette année, 610 millions investis dans différents projets, à la fois dans de l'equity, dans des projets à impact, dans des offres préférentielles solidaires pour nos clients, j'y reviendrai, et puis dans du mécénat. Et on sait que le monde associatif en a bien besoin aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Quand on est une banque, de se dire qu'on va consacrer une partie de son résultat à des projets, il faut qu'on s'interroge sur notre transformation. Et pour ça, on a été aidé, je dois le dire. Alors, c'est pour ça qu'a été créé cet Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, qui est en fait
la direction ESG du groupe, mais qui a vocation, et c'est parce que c'est là où on rentre dans le dur, qu'on tape dans la butte, comme j'aime bien dire, de transformation de nos métiers pour répondre à ces enjeux de transition. Et là où on a été aidé, je le dis parce que parfois on aime bien dire que tout va mal et que ça ne se passe pas très bien dans ce pays, ce qui n'est pas faux non plus, par le secrétariat général à la planification écologique. Parce qu'on a besoin, quand on est un acteur économique, d'avoir une trajectoire qui est fixée et d'avoir finalement des repères. Et quand on parle de décarbonation, par exemple, on a une stratégie nationale bas carbone. Et ce dont il s'agit pour les entreprises et pour les banques, c'est de faire leur part déjà, et puis un peu plus que leur part. Et donc, par quoi ça passe pour nous? C'est d'abord mesurer notre impact. Merci. Mesurer notre impact, ça veut dire quoi? Si on prend les enjeux carbone, de décarbonation, on peut faire pareil avec la biodiversité, même si c'est un peu plus complexe de mesurer son impact, et sur d'autres éléments aussi, sur l'aspect social, encore une fois, on peut le faire aussi. Mesurer notre impact, et si on prend la question du carbone, pour nous, c'est 98% de notre empreinte carbone, c'est celle de nos clients. Et nos clients, dans une entreprise comme le Crédit Mutuel, qui est une banque décentralisée, une banque des entreprises moyennes et petites principalement, et des citoyens, c'est 3 secteurs: l'immobilier, le transport, l'agriculture. Ce qui fait que, par exemple, le ratio financement de fossiles, financement d'ENR, chez nous, il est de 1 à 6. Mais j'ai envie de dire, et on pourrait se tirer la gloriole en permanence en disant, mais vous voyez, nous, on a déjà fait une partie du chemin. Mais le vrai sujet, c'est la transformation de nos métiers pour accompagner nos clients. Alors bien sûr, on a des politiques sectorielles qui nous guident, on a la politique hydrocarbures, politique charbon, politique agricole, politique immobilière, etc. C'est très important qu'ils reprennent les trajectoires et qu'ils disent, nous, vu notre mesure dans ces secteurs-là en termes de carbone, par exemple, d'émissions carbone, la trajectoire, elle doit être celle-ci. Bien sûr, on a signé les engagements et on s'y tiendra d'ailleurs, NZBA, de réduction de l'empreinte carbone, des émissions carbone dans les secteurs les plus émissifs. Mais quand vous avez 2-3 contreparties dans le ciment, c'est un peu plus facile que lorsque vous en avez des centaines. Et donc, je ne dis pas ça pour dire que c'est facile de baisser nos émissions dans ces secteurs-là, mais nous, si on veut tenir notre objectif qui est en 4 ans de baisser de 20% nos émissions, le financement de nos émissions d'émissions carbone, ça veut dire qu'il faut qu'on tape dans la vie concrète des entreprises et des citoyens. Et là, on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mesure l'empreinte des prêts qu'on octroie pour l'acquisition de logements ou de locaux commerciaux. Il faut qu'on regarde comment on se fixe une trajectoire dans les mobilités et notamment les crédits aussi qui peuvent être faits, y compris les crédits à consommation à destination des véhicules. Il faut qu'on regarde comment on accompagne le monde agricole dans sa transition, qui, selon une étude du Shift qui est parue récemment, a totalement une volonté de faire cette transition, mais qui demande, OK, on l'a fait comment, à la fois en termes d'accompagnement à la transition, mais aussi de modèle économique qui soit pérenne. Et donc, on a d'abord besoin de mesurer notre impact, et puis ensuite de se fixer des trajectoires de décarbonation, des trajectoires de réduction de notre empreinte biodiversité, etc. Et c'est là où le rôle d'une banque, c'est de se fixer des objectifs très chiffrés. Parce qu'autrement, on va faire de la philosophie, et c'est très important, la philosophie, j'en suis persuadé, c'est comme la poésie, on en a beaucoup besoin. Mais on fera de la philosophie en disant le rôle des banques, ça devrait être de désinvestir dans les hydrocarbures, etc. Oui, d'accord, mais nous, on le fait, mais ça ne suffit pas. Donc ça veut dire se demander combien on va financer et aider nos clients, y compris par le dividende sociétal dont je parlais tout à l'heure, à changer leurs moyens de chauffage. On se fixe des objectifs de financer 100 000 moyens de chauffage, y compris en aidant les ménages les plus modestes, d'ici 2027. C'est comment on va faire pour que on contribue à l'électrification des véhicules. Comment on va faire pour que, on fasse en sorte qu'on accompagne les professionnels, c'est-à-dire les artisans, etc., dans l'électrification de leur flotte. Et tout ça, ça nécessite qu'on fasse cet effort qui est, et qu'on peut se permettre, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'actionnaire, donc on peut consacrer une partie de notre résultat à cela, de faire en sorte qu'on accompagne un peu plus
dans cette direction-là, avec des aides, des offres préférentielles qui sont évidemment des offres commerciales aussi, hein, c'est-à-dire qu'on reste une banque assurance. C'est-à-dire que ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire se fixer des trajectoires, le transcrire en offres, etc. Le deuxième point, c'est d'accompagner nos collègues. 80 000, 78 000 collaborateurs dans le groupe, dans tous les métiers. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il y a un enjeu de formation, de sensibilisation, etc., qui se double chez nous d'un enjeu de sensibilisation des élus mutualistes. Les élus mutualistes, ils ont ceci de particulier, qui sont représentatifs de la société. Et dans la société, vous le savez bien, il y a ceux qui veulent transitionner, qui veulent vraiment des changements importants, et puis ceux qui le craignent plus, voire ceux qui sont rétifs. Et donc, on fait tout un tas de formations. On utilise nos propres formations, mais aussi ce que fait le secrétariat général. Il y en a une que je vous conseille. Hein. C'est quoi les principaux leviers de décarbonation? Et après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui va le plus gratter chez moi? Qu'est-ce qui va le plus piquer? Faites-le avec... Quand on l'a fait, nous, avec les élus, c'était extrêmement important. Parce que sur les questions de mobilité, on ne voit pas la même chose, selon là où on habite. Moi, franchement, qui aujourd'hui habite à Paris, franchement, délaisser la voiture, ce n'est pas un problème pour moi. Et ça l'est un peu plus quand j'habitais à Saint-Nazaire en zone rurale, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne compte de cela. Et notre rôle, c'est d'accompagner les clients à partir de sa réalité et de son besoin. Et quand on parle du rôle des banques dans la transition, c'est vrai qu'on parle souvent de financement, etc., d'investissement. C'est très important qu'on s'y tienne. Et encore une fois, le groupe le fait. Mais là où ça devient compliqué, mais en même temps passionnant, c'est quand on a à convaincre des clients, hein, entreprises ou particuliers, et de les accompagner dans cette transition. Et là, bah, il faut se fixer les objectifs, s'y tenir, former, et c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire, sans vouloir valoriser un maximum. Je pense que ça prend parce que moi, quand je suis arrivé, on me disait souvent, non mais c'est bien, on est d'accord sur les objectifs, etc., mais donnez-nous les moyens de le faire auprès de nos clients. Et c'est ça l'histoire, le point d'étape supplémentaire dans l'histoire, c'est d'accompagner nos clients. Et de les accompagner avec parfois, je ne sais pas comment dire, il y a un exemple très concret, la transformation d'une flotte de véhicules dans une petite entreprise. Est-ce que sur 10 véhicules à bouger, est-ce que c'est 5 qui sont électriques? Est-ce que c'est 10? Évidemment, c'est ce qu'on pousse. Mais s'il dit que 5, est-ce qu'on le finance quand même? Parce qu'on en financera 5 qui ne seront pas des véhicules électriques. Ces questions-là, il ne faut pas qu'on passe derrière, quoi. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Il ne faut pas qu'on fasse en disant... C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la tentation de vouloir créer une banque propre dans un monde dégueulasse. Le monde, il est ce qu'il est et il est un peu de notre responsabilité à tous. Et là, le rôle des banques, c'est d'être très clair sur le cap. Moi, je crois qu'on est très clair sur le cap. C'est d'investir massivement dans la transition et c'est d'accompagner les clients pour le faire, avec évidemment, là aussi, des offres, et y compris des avances de prêts sur l'éco-rénovation, des avances d'aide, pardon, pas de prêts, des avances d'aide, voire même, parce qu'on peut se le permettre, des aides tout court pour certains publics qui ont moins les moyens. Mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une tension permanente. Il faut qu'on sache que la transition, la décarbonation, la réduction de nos empreintes, elle est finalement celle de la société et que les banques, elles doivent donner le cap, mais donner le cap en accompagnant et pas en faisant des grands discours ou des belles plaquettes qui permettront de faire croire qu'on le fait à partir de quelques exemples. C'est moins fun que d'expliquer qu'on a fait des grands trucs. Moi, j'aurais pu vous parler de la politique hydrocarbures. On ne finance plus du tout d'extraction, etc. Mais en même temps, ça, c'est toute petite partie de l'effort qu'on doit faire. Et c'est ça qui, je crois, est le rôle aujourd'hui des banques en termes de financement et d'investissement. C'est d'accompagner le monde de demain qu'il va falloir construire pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux qui sont les nôtres, mais le faire avec les clients. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir encore une fois insisté sur l'importance de la gouvernance dans les processus de financement. Fanny Picard est la femme qui a introduit
le financement, l'investissement à impact en France, on peut le dire, avec son fonds Alter Equity, qui était le premier fonds à impact en France à l'époque. Donc c'est une pionnière de l'investissement en impact. Elle était dans le dur, comme le disait Laurent à l'instant, à l'époque. Et aujourd'hui, elle a mis en place un processus qui marche, qui a été dupliqué, répliqué, imité, on peut dire, même par un certain nombre d'investisseurs. Il y a beaucoup de fonds impact, et c'est une bonne nouvelle hein, en France et à l'étranger. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu justement de cette histoire d'Alter Equity et du processus très particulier qui est mis en place? Merci beaucoup Stéphane. Si tu m'y autorises, j'aimerais rebondir aussi sur un sujet que vous avez évoqué, toi, Laurent Berger, Léa Bouda, qui est cette nécessité de financer la transition. Et je te promets que je répondrai ensuite à la question pour évoquer un rapport récent de la Cour des comptes qui évoque ce montant de 100 milliards que vous mentionniez. Un rappel que probablement un tiers doit être financé par l'État, donc y compris les 25% que vous mentionniez également. Un tiers de 100 milliards supplémentaires d'investissement annuel, puisque c'est ça dont on parle à horizon 2030, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est 10% des dépenses annuelles de l'État, à un moment où cet État... des recettes annuelles de l'État, à un moment où cet État dépense déjà 450 milliards, c'est-à-dire une fois et demie ses recettes chaque année, et où il n'a plus d'argent, comme vous le savez, il est exsangue. Donc aller chercher ces 30 milliards, c'est extrêmement difficile, et comme c'est extrêmement difficile, il va falloir une volonté politique très forte, et pour que cette volonté politique forte naisse, il faut que nous, les citoyens, on en soit tous conscients et qu'on la porte. Ça, c'était... un premier appel, et dire aussi que ce qu'évalue la Cour des comptes dans ce rapport qui date d'il y a une quinzaine de jours, c'est que si on ne le fait pas, alors la perte de PIB à horizon 2050 sera de, alors le chiffre est très précis, 11,4%, on va dire plus de 10%. Il faut se représenter ce que ça veut dire perdre 10% de PIB sur le chômage, sur... la capacité, ou l'incapacité à rembourser la dette de l'État, à payer ses intérêts, sur la difficulté de payer les pensions de retraite par répartition, etc. C'est un impact qui est colossal, sachant que cette estimation des sages de la rue Cambon, elle est déjà très très prudente, puisque par exemple un réseau de 150 banques centrales et superviseurs financiers évalue à 14% à horizon 2050 la perte de PIB si le climat se dérègle de 2 degrés, ce qui est certain, enfin, plus que probable, et à horizon 2100 à 33% la perte de PIB si le réchauffement est de 3 degrés, ce qui est également quand même assez probable. Et sachant encore qu'il y a des études académiques qui sont encore plus pessimistes. Donc on est face à une situation qui est vraiment tragique. On le sait, si vous êtes ici, c'est que vous le savez, mais je voulais rappeler les chiffres et les rappeler sur la partie France pour voir à quel point c'est important et à quel point on a tous besoin de se mobiliser, et on y reviendra. Alors, en ce qui concerne Alter Equity, merci pour ces mots, Stéphane. Effectivement, Alter Equity, alors son histoire, ça n'a pas été tout de suite l'ambition qui est la sienne aujourd'hui. En fait, au départ, moi, je voulais créer un fonds pour permettre aux gens qui n'ont pas accès au financement d'y avoir accès, et particulièrement aux gens de la diversité, mais pas seulement. En tout cas, les gens potentiellement objets de discrimination, qui le sont dans leur vie quotidienne et qui le sont évidemment aussi dans l'accès aux fonds propres. Sur ce chemin, j'ai rencontré un très grand monsieur des questions énergie-climat, que vous êtes très nombreux à connaître, qui s'appelle Alain Grandjean. On était en 2007. Il m'a permis de comprendre la gravité des dérèglements environnementaux, et je faisais partie de celles et ceux qui étaient passés complètement à côté à l'époque. Et c'est en prenant conscience de la gravité de ces sujets, je me suis dit que je pouvais, puisque mon objectif était d'être utile au collectif par l'investissement, il fallait que j'intègre cette dimension aussi. Et j'ai fait évoluer le projet. J'ai inventé ce concept d'investissement à impact qui n'existait pas. Je suis la première à avoir utilisé ce terme, avec donc cette ambition finalement d'utiliser l'investissement pour être utile non seulement aux personnes, c'était l'idée de départ, mais en réalité aussi à l'environnement et finalement à l'intérêt général dans cette double dimension donc sociale et environnementale. Concrètement,
nous investissons. Alors, on était un ovni à l'époque, regardé comme des gens forcément complètement déraisonnables, un peu fous, puisqu'en plus, je voulais générer une rentabilité qui allait pouvoir démontrer qu'on pouvait être rentable et responsable. Donc on a eu beaucoup de mal à lever notre premier fonds. On a fini par lever 40 millions d'euros, ce qui, pour chacun de vous, en tout cas pour moi, est énormément d'argent, mais dans la gestion d'actifs, c'est microscopique. On a levé ensuite un deuxième fonds de 110 millions, et c'était important, c'est plus de 100 millions, c'est un premier cap, et puis c'était près de 3 fois le premier montant. Et là, aujourd'hui, on est en train de lever notre troisième fonds. Donc nous investissons au capital d'entreprise dont la taille est corrélée au montant du fonds, puisqu'il faut répartir un fonds sur 10-15 entreprises, donc dans des entreprises petites qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en très forte croissance. C'est ce qui va nous permettre de générer ce rendement qui est attendu par nos investisseurs, sinon ils ne viennent pas chez nous, et qu'on veut générer aussi pour montrer qu'il est possible d'être rentable et responsable, parce qu'en démontrant ça, on essaye de craquer, on pensait avoir craqué, mais aujourd'hui on se rend compte, on en parlait avant le début de cette conférence, que ce problème revient, craquer l'idée qu'on peut être rentable et responsable. Parce que si on démontre qu'on peut être rentable et responsable, on va à l'inverse d'un libéralisme financier qui pense le contraire, qui pense qu'il faut maximiser l'intérêt de l'actionnaire, quel que soit le coût pour ses autres parties prenantes, enfin, ou en tout cas qui pensait cela à l'époque. Il a un petit peu progressé, mais il faut probablement y travailler de nouveau. Un petit peu progressé dans l'idée que l'intérêt des autres parties prenantes de l'entreprise, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, l'environnement, ses territoires d'implantation, l'État, l'intérêt de l'entreprise elle-même, sont des finalités de l'entreprise. Donc, je reviens au départ et au concret. On investit dans des entreprises utiles au collectif par leur activité. Et deuxièmement, et dans cet esprit d'intérêt général, on leur demande de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité, à la fois sociale et environnementale, en adoptant un plan d'action dédié qu'on a appelé, pour faire plaisir aux financiers, business plan extra-financier. Parce que business plan, ils comprennent, extra-financier, c'était pour les emmener sur ce terrain-là. Voilà. Alors, on a investi dans 12 entreprises avec notre premier fonds, 16 avec le deuxième. Et pour rendre la chose concrète, je vais vous donner quelques exemples. On a investi au capital d'une société qui s'appelle Murphy, qu'il faut que vous connaissiez tous, parce que Murphy, qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent votre électroménager, votre four, votre réfrigérateur, votre congélateur, votre cuisinière, etc., qui est tombée en panne. Et jusque-là, souvent, en tout cas moi, je retournais dans un magasin pour en acheter un neuf parce que je me disais que je ne savais pas comment le faire réparer. Puis si ça commençait à mal fonctionner, ça allait continuer. Et maintenant, avec Murphy, vous avez une garantie d'1 an. Ça coûte beaucoup moins cher que de racheter un neuf. Et ils ont contribué, parce qu'ils ont fait pas mal de pubs. Et puis deuxièmement, leurs consommateurs sont tous très, très satisfaits du service, à craquer cette conviction, c'est ce réflexe qu'on avait de racheter une nouvelle machine à laver quand la nôtre tombait en panne. Et maintenant, vous êtes nombreux, et ceux qui ne le savent pas encore, appelez Murphy quand ça se produit, à les appeler pour la faire réparer et donc éviter le transport de 67 kilos en moyenne de matériaux qui auront été fabriqués. Voilà. On a investi dans une société qui s'appelle Kipli, qui commercialise des matelas en latex bio. Le latex, c'est un produit naturel, ça évite les produits, les plastiques qui sont utilisés dans les matelas traditionnels, qui sont évidemment dérivés du pétrole, qui d'ailleurs parfois sont mauvais pour la santé parce qu'ils peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, des composés organiques volatiles. Donc, le latex qui est naturel, c'est mieux pour la santé, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. On a investi dans une société qui s'appelle ILEC, que je vous conseille aussi tous d'utiliser, qui commercialise de l'énergie renouvelable, 100% renouvelable, et certifiée comme telle. Et puis, on a investi aussi dans des entreprises qui sont plus en B2B, dont les clients sont plutôt des entreprises. Par exemple, en Allemagne, une société qui s'appelle Enviria, qui est le leader de l'installation de panneaux solaires sur des petits bâtiments agricoles, commerciaux, industriels. On a investi dans une société qui s'appelle BIM, ça c'est aussi à destination des consommateurs,
mais si vous êtes ici à Paris, peut-être habitez-vous à Paris et donc vous n'avez pas une maison particulière. Mais si vous avez une maison particulière, ils commercialisent des panneaux solaires qu'on peut installer tout seul pour l'autoconsommation, et aussi des installations de toiture installées par des professionnels. On a investi dans une société qui s'appelle Elum, qui a développé un système qui permet, je ne rentre pas dans les détails, parce que je vais vous fatiguer avec tous mes exemples, de diminuer le coût de fabrication d'une centrale solaire de 5%. Donc ça aide au déploiement d'énergie renouvelable, etc. Donc ce sont des business models, des modèles d'activité qui sont à impact positif, en fait. Moi, quand j'ai parlé d'impact positif, c'est-à-dire que ce que ça apporte à la société, au collectif, est plus important que ce que ça prend une entreprise. Ça a toujours une dimension négative aussi. Les salariés se déplacent pour venir au bureau, il faut chauffer les bureaux, etc. Il y a toujours des externalités négatives, mais donc ce qui nous intéresse, nous, c'est quand l'utilité est très significativement supérieure aux externalités négatives. C'est très souvent des modèles qui sont complètement disruptifs, qui sont complètement nouveaux. Et pour reprendre un point que vous avez évoqué, Laurent Berger, on fait très, très, très attention à la mesure aussi de l'impact. De toute façon, on fait très, très, très attention à être très, très loin du greenwashing et vraiment d'apporter quelque chose de très concret et aussi, pour cela, de très mesurable. Donc, on a développé une méthodologie, y compris avec Carbone 4, qu'a cofondé Alain Grandjean, dont je vous parlais tout à l'heure, avec Jean-Marc Jancovici, qui permet d'évaluer l'impact écologique total de l'entreprise, d'ailleurs non seulement sur le climat, mais également sur la biodiversité et les ressources, notamment les ressources sous tension. Quand je dis biodiversité, c'est y compris sur l'eau. Et puis aussi, et parce que c'est un sujet qui nous tient immensément à cœur, j'ai beaucoup parlé d'environnement, mais on est très, très attaché au social. C'est le point de départ de cette histoire, comme je vous l'ai rappelé. Et on est ancré dans des valeurs humanistes. On a investi d'ailleurs sur un certain nombre de sujets à impact social. Par exemple, une société qui s'appelle TIL, qui lutte contre les problèmes de santé mentale des salariés, enfin pour faire en sorte qu'ils n'en rencontrent pas et qu'ils aillent bien pour développer leur bien-être aussi. Donc on mesure l'impact social, la qualité de satisfaction des salariés vis-à-vis de leur entreprise, et puis sociétal, en plus d'environnemental, en plus de la mesure de l'impact que l'on quantifie. C'est comme ça que l'on sait que nos participations ont permis d'éviter l'émission de 8,9 millions de tonnes de CO2 depuis les investissements d'Alter Equity. C'est colossal, c'est plus de 2% des émissions de la France l'année dernière. Ou d'autres critères d'impact, quand l'impact n'est pas l'éviction d'émissions ou lié au dérèglement climatique. Donc un investissement très engagé, qui ne suffit pas du tout aux 80 milliards qu'il faudrait mobiliser par an pour arriver aux 100 ou 75 ou 70, si on tient compte de ce qui devrait être mobilisé par le public, mais qui a vraiment contribué à emmener le marché vers des pratiques beaucoup plus responsables, même si aujourd'hui, on y reviendra, on sent quand même un retour, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là et que vous vous battiez tous aussi. Merci beaucoup Fanny. Et tu ne l'as pas mentionné, mais il y a un point important, c'est que vous rentrez systématiquement dans la gouvernance des entreprises dans lesquelles vous investissez. Je vais rester sur cette idée de gouvernance et donner la parole à Jérôme Réboul, puisque finalement l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et la réglementation constituent cette gouvernance dans laquelle évoluent en tout cas les fonds d'investissement et une grande partie de cet écosystème de financement et d'investissement. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette logique et cette dynamique de transition pour l'AMF, Jérôme ? Merci de m'avoir invité. Alors, je vais articuler mes propos. Je vais être assez... je vais prendre de la hauteur par rapport à des débats réglementaires sur lesquels on pourra revenir si ça vous intéresse, mais parce que c'est un continent très compliqué, la finance durable aujourd'hui, du point de vue réglementaire. Et je vais essayer plutôt de me situer à un niveau un peu conceptuel. Je voudrais que vous repartiez avec 3 grands messages que je voudrais vous apporter. Le premier, c'est que la finance durable, c'est un outil très puissant, mais que c'est un outil totalement inutile s'il est isolé. Et ça fait écho directement au titre de cette table ronde, c'est qu'il n'y a pas de finance durable sans gouvernance, et notamment sans gouvernance publique. Le deuxième message que je voudrais que vous repartiez, et Laurent Berger y a fait allusion,
c'est que nous sommes, tout le monde l'a bien compris, dans un moment de remise en cause partielle de la finance durable. Je pense que malgré tout, il y a un chemin pour que l'effort de simplification qui est souhaité par nos autorités politiques ne remette pas fondamentalement en cause l'avance que nous avons pris en Europe et en France en particulier en matière de finances durables. Et puis je reviendrai très rapidement à la fin sur la notion de transition. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette notion de transition, elle est utilisée un peu à tort et à travers. Donc je vais essayer de vous illustrer quelques-unes des difficultés de la notion de transition au sens réglementaire. Peut-être avant de faire ces 3 points, je voudrais préciser une chose. La finance durable, c'est un continent. Dans la finance durable, il y a des choses très diverses. Moi, je vais parler de la finance durable de masse. Et je dis ça, par exemple, par rapport à ce que disait Fanny. La finance à impact, c'est une composante très importante de la finance durable, mais ce n'est pas une composante de masse. Et ce n'est pas une composante de masse pour des raisons très structurelles qui tiennent notamment au fait que dans la finance à impact, il y a tout un volet de gouvernance. Il n'y a pas que de la finance dans la finance à impact. Il y a la notion de définition d'un contrefactuel, qui sont des choses qui sont un peu à l'extérieur du monde réglementaire tel qu'il existe aujourd'hui. D'ailleurs, l'AMF a plutôt la conviction que ça ne serait pas une très bonne idée de le normer tout de suite. Et de même, je ne vais pas parler non plus de ce que font mes collègues banquiers centraux, qui a été évoqué, qui est la finance durable en tant qu'elle essaye de mesurer les risques macroéconomiques sur les bilans des intermédiaires financiers qui investissent principalement pour compte propre, c'est-à-dire les banques et les assureurs, parce que ça, ce n'est pas la compétence de l'AMF, mais aussi parce que ça pose des questions qui sont totalement différentes de la finance durable qu'on fait nous à l'AMF. Alors, ceci posé, je vais essayer de faire mes 3 points suffisamment vite, parce que sinon ça va durer très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'AMF? On fait la finance durable au sens réglementation de transparence. Donc, c'est une réglementation qui a essentiellement un volet auprès des émetteurs, les entreprises, qu'on oblige à publier des informations sur leurs performances extra-financières dans toutes les dimensions, sur la base de textes européens. Et puis, ça s'applique ensuite en cascade à l'ensemble des intermédiaires financiers et notamment aux gérants d'actifs, qu'on oblige aussi à publier des informations sur la nature de leur portefeuille d'investissement en termes de durabilité. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça sert à faire émerger auprès des investisseurs finaux une information qu'on espère de bonne qualité sur les caractéristiques de durabilité de leurs investissements. Et ces caractéristiques de durabilité de leurs investissements, on espère qu'elles vont jouer un rôle macroéconomique parce qu'elles vont permettre de faire émerger un prix et donc de diriger une partie des flux d'investissement dont on parlait. Alors, ça veut dire que nous, AMF, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a parfois un certain nombre de malentendus sur ce qu'on peut attendre du régulateur financier. Nous ne sommes pas un régulateur industriel. Ce n'est pas nous qui allons voir si les caractéristiques physiques de l'installation d'un émetteur qui dit « moi, j'ai un business model qui est très pertinent au regard de la transition » sont effectivement conformes à ce qu'il en dit. Nous allons nous référer à une grille qui est fixée ailleurs, qui est fixée dans la réglementation européenne par les co-législateurs. Et là, il y a une intervention normative de qu'est-ce que c'est être performant sur le plan de la durabilité. Nous ne sommes pas non plus en capacité d'interdire, d'investir ou de forcer des investissements. Ce qui veut dire que toute cette information qu'on fait émerger et qu'on essaye d'être aussi qualitative que possible, elle a pour but de faire émerger des signaux prix. Ce qui va faire que les gens vont investir ou pas investir à la fin, c'est que ça va être rentable ou pas rentable. Or, on ne peut pas compter sur les préférences spontanées des investisseurs pour rendre rentables des investissements qui ne le sont pas. Il y a tout un tas de travaux académiques qui essayent de mesurer ça. On appelle ça le greenium. On sait à peu près l'évaluer. C'est quelques points de base. Donc, à l'échelle macroéconomique, la finance durable, ça n'est pas un substitut à une réglementation, alors qui peut être des subventions, de la fiscalité, de la norme industrielle, qui va faire que ça va être rentable d'investir dans la transition. Par contre, il y a une littérature académique tout aussi importante qui montre que quand on donne aux investisseurs des signaux en matière de durabilité qui sont précis et fiables, et que par ailleurs, il y a une politique industrielle, alors on fait émerger un prix du carbone, un prix de la durabilité, une prime de risque sur l'absence de durabilité. Et ça crée de la pression dans le système qui va faire que la finance durable peut être le complément utile, et même très utile, du moins c'est ce qu'on espère, d'une stratégie de transition. Donc c'est ça qu'on
qu'on essaye de faire à l'AMF. Et donc, vous voyez que l'enjeu principal pour nous, c'est de savoir comment on fait pour que l'information qui soit donnée aux investisseurs soit de bonne qualité, et puis aussi, évidemment, qu'elle soit proportionnée à ce que les investisseurs peuvent traiter comme information. Donc ça, c'était mon premier point. Et vous voyez que le message, c'est la finance durable, ça ne peut être qu'un complément d'autre chose. Mon deuxième point, il part du constat que le flux d'informations qu'on donne aux investisseurs aujourd'hui, il est considérable. Je pense que vous avez tous entendu parler des débats sur CSRD, les 1400 data points, SFDR, qui est le texte qui s'applique à la gestion d'actifs, avec les PAI, Principal Adverse Impact. On demande aux gens dans les agences bancaires, à quel PAI êtes-vous attentif? Personne n'y comprend rien. Je caricature un peu parce que nous, on a un baromètre de l'épargne, on pose la question aux épargnants, on leur demande ce qu'ils en pensent de tout ça. Et ce baromètre de l'épargne, il fait apparaître deux choses très clairement. La première chose, c'est qu'effectivement, l'immense majorité des épargnants ne comprend pas les détails du cadre réglementaire. Mais il fait apparaître aussi que la grande majorité des épargnants se préoccupent de la durabilité. Donc ça, c'est une chance et il faut qu'on continue à bâtir dessus. Alors, on est dans un moment temporel dans lequel il y a un backlash. Je crois que c'est Laurent Berger qui l'a mentionné, c'est-à-dire qu'il y a une grande juridiction qui a décidé d'arrêter de faire de la finance durable. Bon, en Europe, des autorités politiques, hein, l'AMF c'est une autorité indépendante, nous on ne prend pas de position politique, on applique des règles qui sont fixées par les co-législateurs, ont décidé qu'il fallait réviser le niveau d'ambition en termes de volume d'informations à produire par les participants de marché, au regard du fait que c'était considéré comme excessif pour la compétitivité. Moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, sinon en tant que citoyen, mais je m'en abstiendrai pour des raisons de devoir de réserve. Par contre, ce qu'on peut dire d'un point de vue technique, je pense, c'est que effectivement, le volume d'informations qu'on apporte aux épargnants aujourd'hui est considérable et sans doute très au-delà de ce qu'ils peuvent vraiment utiliser. Et donc, ça veut dire que si on s'y prend bien, il y a un chemin pour fabriquer un environnement réglementaire plus simple, mais qui, au fond, préserve l'essentiel en termes de qualité de l'information qui est transmise aux épargnants. Alors, c'est vrai dans le domaine de la réglementation émetteur, qui est le sujet dont on discute aujourd'hui, ce qu'on appelle la directive CSRD. Pardon, je suis obligé d'utiliser des acronymes, mais donc on est en train de travailler au niveau européen et on travaille avec nos collègues du Trésor et au sein de l'ESMA pour essayer de fabriquer un environnement réglementaire qui soit plus simple pour les entreprises, avec une marche moins importante à franchir, mais on pense qu'on peut le faire tout en préservant le niveau d'ambition sur la quantité d'informations pertinentes qu'on va transmettre aux investisseurs. Et puis demain, on aura le même problème avec la réglementation sur les produits, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont investi dans des produits. La réglementation européenne sur les produits, qui s'appelle la réglementation SFDR, elle est d'une qualité très médiocre, notamment parce qu'en fait, elle a voulu donner tellement d'informations aux investisseurs qu'en fait, ils n'en utilisent plus qu'une, qui est la classification, ce qu'on appelle la classification des fonds. Et ça, c'est une information qui ne vaut rien. Et donc, en réalité, on est dans un système qui est, dans lequel on oblige les intermédiaires financiers à produire un volume d'informations qui, en fait, n'est pas utile. Alors, l'AMF est très investie dans ces travaux. Nous avons fait de ce sujet une priorité pour cette année. Nous sommes en train d'élaborer nos priorités pour l'année prochaine. Nous allons refaire de ces sujets une priorité pour l'année prochaine. On n'est pas une île, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans la discussion politique. C'est pour ça que, par exemple, on a dit cette année qu'on allait faire preuve de pragmatisme et de bienveillance quand on discuterait avec les émetteurs, parce que les émetteurs français font un reporting aujourd'hui au format CSRD, le format qui est en train d'être revu par les co-législateurs parce qu'il est présumé trop compliqué. Et donc nous, on applique la loi, hein, on a reçu ce reporting et on fait de la supervision. Donc on regarde ce que les émetteurs ont fait, on discute avec eux. Et moi, j'en tire deux conclusions. La première conclusion, c'est que par certains aspects, c'est insatisfaisant, mais on peut être assez fier de l'état de préparation des émetteurs français. Quand on se compare, même aux autres Européens, on est très très bon. Alors évidemment, on est aussi très loin de la marche. Et ça valide un peu l'intuition des co-législateurs qui disent bon bah peut-être qu'on a été trop ambitieux.
Et puis on va continuer à faire ça et on espère qu'on va réussir à converger assez vite. J'ajoute au passage que on travaille aussi dans les instances internationales, notamment au sein d'une organisation qui s'appelle IOSCO, qui est le comité de Bâle des marchés, pour ceux qui connaissent le comité de Bâle, pour essayer de faire en sorte que nos homologues internationaux n'abandonnent pas toute ambition. Et on sait qu'il y a une grande juridiction qui a abandonné toute ambition, mais elle est très isolée. La plupart des autres grandes juridictions dans le monde sont en train de mettre en œuvre un cadre réglementaire qui, par certains aspects, ressemble au nôtre. Alors j'en viens au dernier point, j'essaie d'être rapide, de ne pas prendre trop de temps, sur la transition. Alors, on entend beaucoup parler de transition précisément dans le contexte de la revue du cadre réglementaire. Et on en entend beaucoup parler, je pense, pour des bonnes et aussi pour des mauvaises raisons. La mauvaise raison, je vous restitue le discours de manière caricaturale. C'est les co-législateurs ont fait un cadre extraordinairement ambitieux qui donne une direction qu'on atteindra dans des décennies. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où 0,05% de l'économie est verte, tout le reste c'est brun, alors que le vrai sujet, c'est comment on fait pour progresser. Alors ce raisonnement, il est à la fois vrai et faux. Le cadre réglementaire de la finance durable, il a été fait pour faire une incitation pour que les entreprises aient une perspective de gain le jour où elles seront devenues vertes. Pas pour les récompenser d'être en train de faire des efforts pour le devenir. Alors on peut se dire, c'est peut-être qu'il aurait fallu aussi penser à envoyer un signal aux investisseurs sur à quel point elles sont dans le chemin pour devenir vertes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de se mettre d'accord sur quelle est la cible. Donc c'est pour ça que le cadre réglementaire, il est conçu comme ça. Et donc ça veut dire que dès le départ, c'était un choix, il n'a pas été fait pour pénaliser la transition. Mais c'est vrai qu'on ne fournit pas une information de bonne qualité aux investisseurs sur où est-ce que vous êtes dans votre transformation, quand vous êtes loin de la cible encore. Alors, nous, à l'AMF, on pense que ça serait bien qu'effectivement, on fournisse une information sur ce terrain-là aux investisseurs, parce que ça répond à une aspiration. Nos collègues néerlandais ont fait un sondage très intéressant auprès de leur population, ou leur grand public. Ils leur ont donné une liste de mots, et ils ont essayé de voir quels étaient les mots associés à la transition qui parlaient aux gens. Et le mot qui ressortait le plus, c'était transition. Donc, ça veut bien dire que c'est très intuitif de se dire, moi, j'ai envie que mon épargne serve à quelque chose, il faut que je puisse investir dans des entreprises qui se transforment. Mais ça pose plein de difficultés. Il y en a une que j'ai déjà mentionnée, qui est, c'est très difficile de dire, à l'échelle macroéconomique, quelle est la bonne trajectoire et de l'appliquer à une entreprise donnée. C'est beaucoup plus facile de dire quelle est la cible. Il y a un autre problème qui est, toutes les entreprises ont une incitation à dire qu'elles transitionnent. Et d'ailleurs, entre nous, une partie des gens qui disent qu'il faut absolument qu'il y ait la transition intégrée dans le cadre de la finance durable, c'est qu'elles espèrent que du coup, elles vont être traitées le mieux possible, à raison ou à tort. Et il n'y a pas vraiment de réponse technique satisfaisante à ça. Il y a des agences de notation ESG qui ont essayé de raisonner en faisceau d'indices, mais ce n'est pas complètement convaincant. Et puis il y a une troisième difficulté, et ça me permet de rebondir sur ce que fait Fanny, qui est comment on gère dans la durée l'affirmation d'un émetteur qu'il est en train de faire la transition. Alors la finance à impact a une réponse, parce que c'est intégré dans la construction de la notion de contrefactuel et dans la façon dont les produits de la finance à impact gèrent dans la durée leurs caractéristiques financières en lien avec les caractéristiques de durabilité de l'émetteur. Mais ça, c'est du tailor-made. Ça ne va jamais fonctionner pour des volumes énormes. Donc l'AMF soutient l'idée qu'il faut réfléchir à ce sujet-là et il y a certainement des choses à faire, mais, et je voulais finir là-dessus, c'est un sujet très difficile. Et c'est un sujet, je pense, sur lequel il faudra qu'il y ait une direction politique qui soit très clairement déterminée. Merci beaucoup, Jérôme, c'est extrêmement intéressant. Alors, je reçois pas mal quelques messages qui m'incitent à vous poser une question qui a déjà été abordée, mais qui consiste à dire comment, effectivement, on résiste dans le contexte d'instabilité à la fois politique et réglementaire que l'on a. Donc, je vais
poser donc la question à chacun de vous, et puis si vous voulez, sentez-vous vraiment libres les uns les autres de réagir. Et je vais commencer par Léa, tout en insistant sur un point, c'est qu'en France, on a quand même un héritage particulier qui est quand même plutôt bas carbone par rapport au reste de l'Europe, au reste du monde, grâce à notre héritage notamment nucléaire. Comment ça s'introduit dans l'équation qu'essaie de résoudre le SGPE, et du coup, est-ce que ça rend les choses quand même un petit peu plus faciles par rapport à nos voisins, notamment européens, ou pas d'ailleurs, et tout en abordant cette question de on va dire, d'instabilité qui a déjà été abordée, mais je crois qu'il y a une attente très claire pour que vous vous exprimiez sur ce sujet. Oui, merci Stéphane. Peut-être pour répondre sur le premier point, je pense qu'en effet, il y a toujours un peu une ambivalence quand on parle de transition en France, parce que à la fois, nous, côté SGPE, on n'arrête pas de dire on n'est pas à la hauteur de la réduction des émissions qu'on devrait fournir. Là, il y a un dernier baromètre du CITEPA qui a été publié. On estime que sur l'année 2025, on va réduire nos émissions de l'ordre de 1,8%, alors que la cible devrait être à 5%, moins 5%, donc on est encore loin de la cible. Donc on passe un peu ces messages négatifs. Néanmoins, quand on regarde par rapport aux autres pays européens, on est quand même relativement en avance. Et en fait, on arrive quand même à avoir des politiques publiques et des entreprises mobilisées à une hauteur assez forte par rapport aux autres pays européens. Donc on est toujours dans cette ambivalence de on fait peut-être mieux que certains de nos voisins, mais on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait par rapport à ce à quoi on s'est engagé. Il faut arriver à trouver un équilibre là-dessus. Sur la question de l'instabilité, j'aimerais bien avoir la réponse, néanmoins j'en ai pas une toute faite. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. On a un cap qui est clair, on a des cibles qui ont été définies. Laurent Berger l'a aussi mentionné. Nous, je sais que c'est un peu prosaïque, mais le fait d'avoir des cibles annuelles, ça engage aussi le gouvernement et les parties prenantes autour de ces cibles. Et ça nous amène à la question de la mesure de l'impact. Je ne veux pas faire de parallèle sur les questions budgétaires et de projet de loi de finances que je connais bien par ailleurs, mais je trouve qu'il y a aussi un enjeu indépendamment des montants, parce que quand on s'intéresse au financement, on se concentre aussi beaucoup sur 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce que vraiment l'impact est là derrière? Et est-ce que la cible physique qu'on cherche à aller crédibiliser en termes de rénovation performante, d'électrification des véhicules ou d'air protégé est présente? Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être impulsé de manière beaucoup plus forte au sein des administrations françaises en matière d'efficience. Aujourd'hui, on passe 4 mois à débattre sur le projet de loi de finances qui va nous construire le budget. Néanmoins, le projet de loi de règlement, je pense que personne d'entre vous n'en a entendu parler, c'est celui qui constate ce qu'on a fait, c'est à peu près 2 jours de débat. Alors qu'on devrait se dire, très bien, on a mis 4 milliards, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est à la hauteur? Et du coup, est-ce que je remets au pot ou est-ce que je réoriente cet argent-là? Donc, indépendamment des grandes questions de stabilité, je pense qu'il y a vraiment aussi une culture de la mesure de l'impact et de l'efficience qui mériterait d'être encouragée. Merci. Laurent? Oui, d'abord, moi, je pense qu'il faut en rappeler, il faut en revenir aux faits et à la science, quoi. La question du réchauffement climatique, la question de l'atteinte à la biodiversité, c'est pas une opinion, c'est une réalité. Et on voit bien que dans le backlash en cours, la question, c'est de l'objectivation. Et on est sur des faits et de la science, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un choix qui nous est laissé, et les opinions sont toutes respectables. Mais sur un certain nombre de défis qui sont devant nous, c'est simplement parce que c'est posé par des faits. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est et c'est là où on a besoin de la puissance publique et que l'instabilité peut nous jouer des tours. On n'entend pas beaucoup parler d'environnement dans ces dernières périodes. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même un cap clair. Et que le cap clair, il vient évidemment, c'est dans les entreprises comme dans l'appareil d'État, il vient évidemment de ceux qui font le boulot, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'administration, les directions ESG, etc. Mais il faut aussi des dirigeants qui soient capables, une parole, qui soient capables d'être extrêmement clairs sur la trajectoire à suivre et sur l'ambition. C'est-à-dire que, y compris en termes de mobilisation, enfin, je veux dire, si on veut mobiliser, il faut qu'on soit un peu clair sur les paroles qui sont formulées. Et puis, je crois qu'on a besoin, moi, je crois qu'on a besoin de réglementation. On n'a pas besoin d'excès de réglementation et d'excès de reporting. Pour avoir été mis les mains dans le cambouis, comme on dit sur la CSRD, c'est utile. Mais quand, dans une entreprise, on passe plus de temps
à l'écrire qu'à se demander ce que ça va devoir infléchir en termes de pratiques et de comportement et d'investissement, on n'est pas dans le bon truc. Donc c'est une juste mesure qu'il faut avoir. Puis il y a un dernier point, c'est que, un avant-dernier point qui me paraît important, c'est que tout ça, ça nous met en risque économiquement. Le réchauffement climatique, il nous met en risque économiquement. Ça a bien été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que clairement, quand on est une banque ou une assurance, le coût de la sinistralité tous les ans, il n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 10 ans encore. Quand on finance des investissements à 20 ans personnels, enfin quand je dis des investissements, des crédits immobiliers par exemple à 20 ans, on a tout intérêt à se demander ce que va devenir le logement dans les 20 prochaines années. Sinon, ça nous met un peu en risque. Et donc, il faut qu'on l'appréhende aussi comme ça. Et il y a un certain nombre de transitions, on pourrait débattre sur ce que veut dire la transition, mais qui sont menées aujourd'hui dans les entreprises et qui sont menées en termes de rationalité économique. Et donc, c'est ça aussi dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que, et ça ramène au premier point, ce n'est pas une opinion. Puis ensuite, c'est l'engagement des acteurs. J'ai parlé de la puissance publique, on a parlé des entreprises, il y a les citoyens et les ONG. Moi, franchement, de temps en temps, on a l'épée dans le dos de telle ou telle ONG. Et tant mieux, parce que c'est un peu ça aussi, la démocratie. C'est un peu, à un moment donné, il n'y a pas des sachants, et puis d'autres qui emmerdent un peu, mais bon, finalement, laissez-nous faire. Non, on est tous embarqués dans le même bateau, c'est le cas de le dire, sur ce sujet-là, et il faut qu'il y ait du frottement. Et ces frottements-là, il est absolument indispensable, parce que si on ne le fait pas, on va tous, en tout cas dans la période qui est celle qu'on traverse aujourd'hui, il y a un petit côté, laissez-moi encore quelques minutes, monsieur le bourreau, quoi. Et on n'a plus le temps. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on tienne compte des efforts qui ont été faits. Et par exemple, parfois, on se frotte un peu avec tel ou tel parce qu'on sait il faut qu'on mesure ce qu'il nous reste à faire, mais pour ne pas désespérer Billancourt, comme on disait dans une autre vie, il faut aussi mesurer ce qui a progressé. Et on progresse quand même. On ne va pas assez vite. C'est ce que vient, je crois, de dire Léa assez clairement. On ne va pas assez vite, donc il faut aller plus vite. Mais voilà. Et donc, on a besoin de l'engagement un peu collectif sur cette affaire-là et de résister un peu collectivement à des vents quand même assez mauvais qui soufflent. Merci beaucoup, Laurent. Fanny, tu as largement insisté sur le coût de l'inaction et je confirme que les derniers travaux, ils sont plutôt même aux alentours de 20% que de 11 ou 15%. D'ailleurs, à l'Institut, on mène des travaux assez précis et granulaires sur ce coût d'inaction. Effectivement, la montée en puissance des sinistres. Il y a même des études académiques qui arrivent à plus de 60%. Oui. On est bien d'accord, mais ça, c'est au niveau macro. Au niveau de l'investissement, pour toi, dans les entreprises qui sont des petites entreprises, ça se traduit, tu arrives à le convertir concrètement, ce point-là. Et puis, si tu peux réagir aussi aux autres sujets qui ont été évoqués. Alors, dans les entreprises dans lesquelles nous intervenons, on ne mesure pas le coût de l'inaction, puisqu'elles agissent. Donc, ce qu'on mesure, c'est l'impact de l'activité, d'une part, et d'autre part, les résultats de nos plans RSE, les résultats de la méthodologie mise en place avec Carbone 4 sur l'impact climat, le climat social et la responsabilité sociétale. Ça, c'est sur la dimension RSE impact. Et ensuite, on mesure le rendement financier. Et il faut un rendement financier élevé pour attirer des investisseurs dans l'investissement non coté en bourse aujourd'hui, parce qu'il a comme particularité à la fois d'être risqué, comme un placement, tous les placements actions, et de ne pas être liquide, parce que nous ne rendons les fonds qu'à peu près au bout d'une dizaine d'années. Et ça, c'est un vrai sujet pour la plupart des investisseurs. Donc, il faut un surcroît de rendement pour compenser cette absence de liquidité. Voilà ce qu'on mesure. Merci. Et alors, Jérôme, vous évoquiez à juste titre la prime de risque, la nécessité de cette prime de risque. Est-ce qu'elle peut être formalisée? Est-ce que ça serait justement un moyen pour le régulateur
de montrer ce coût d'inaction à travers la formalisation d'une prime de risque. Je n'ai pas l'impression que ça prend... Enfin, on le voit au niveau des banques. C'est une dynamique qui a l'air d'être intégrée dans toutes les négociations sur la réglementation prudentielle, notamment des banques et des assureurs. Côté investissement, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, selon vous? Et ça servira à quelque chose aussi. Les gérants disent, et je pense que c'est vrai, que leurs clients investisseurs se préoccupent de la façon dont le risque climatique, en particulier, est géré dans leur portefeuille d'investissement. Et d'ailleurs, c'est notamment les gérants equity, c'est normal, parce que ce sont des investissements dans des instruments qui ont un horizon très long, et donc les chiffres macroéconomiques qui ont été rappelés tout à l'heure sont très éloquents. C'est un risque qui ne peut pas être ignoré. Et d'ailleurs, nous verrons comment les choses évolueront aux États-Unis, mais je pense qu'il y aura un certain nombre de résistances à l'idée qu'il ne faut pas s'en préoccuper, puisque les investisseurs américains ne sont pas plus bêtes que les autres, donc ils vont aussi s'en préoccuper pour des raisons purement financières. Donc, je pense que la logique consistant à dire on va essayer de donner aux investisseurs les éléments d'information dont ils ont besoin et ça va naturellement faire émerger un prix est une logique implacable qui va s'appliquer à tout le monde. Alors, la question, c'est plutôt, à mon avis, quelle est la nature de ce prix? Et ce que j'ai essayé de dire dans mon premier point tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de réglementation industrielle, en fait, ce prix, c'est essentiellement l'incertitude réglementaire. Un jour, il y aura une réglementation qui interdira le charbon, et donc un jour, ma centrale à charbon ne vaudra plus rien. Alors ça, c'est une raison peut-être de ne pas investir dedans. Mais a priori, ce que dit la théorie économique, vous savez mieux que moi, c'est que c'est très inefficace. C'est beaucoup plus efficace de donner une certitude à l'investisseur ex ante pour que ce prix puisse émerger sur la base d'anticipation aussi fiable que possible. Et ça, alors, nous, notre défi, c'est de faire en sorte que l'information soit fiable. Mais par contre, il y a un volet là vraiment industriel qui est complètement en dehors de notre compétence à nous en tant qu'autorité, parce que c'est un choix politique. Merci Laurent. Merci Jérôme, pardon. On a le temps pour une ou deux questions de la salle. Je vous invite à lever la main, voire à vous lever et à vous présenter avec une question très succincte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des candidats aux questions? C'est moi qui ne vois pas ou c'est... Non, personne? C'était à ce point clair, tout ce qui a été dit. Ah, alors, je vous en prie, prenez... Je ne sais pas si vous avez un micro. Il y a un micro dans la salle? Okay. Voilà. Bonjour, Marie-Hélène Morvan, cofondatrice d'un petit fonds à impact qui s'appelle Good Only Ventures. J'avais une question sur la formation des conseillers financiers finalement et leur sensibilisation au sujet d'impact. Cette question a été un petit peu abordée. Je crois avoir lu dans un grand quotidien récemment un propos disant qu'il y avait peut-être quelques centaines de conseillers financiers qui s'étaient formés à la finance à l'impact, je crois, sur une formation proposée par l'AMF. Comment faire pour développer cette sensibilisation, ce qui me paraît effectivement un levier important pour diffuser la finance à impact dans le monde financier. Qui veut répondre? Jérôme? Je pense que ça fait référence au certificat finance durable que l'AMF a mis en place pour essayer de faire en sorte de donner une culture autour de la finance durable un peu homogène aux conseillers financiers. On a réalisé un certain nombre de travaux de supervision pour essayer d'évaluer dans quelle mesure les épargnants qui demandaient un conseil sur leurs investissements en matière de durabilité recevaient un conseil de qualité. Ce qu'on voit, mais ce n'est pas une surprise, c'est qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur de nos attentes en moyenne. Alors ça s'explique par le fait que la réglementation est nouvelle et qu'elle est relativement compliquée. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle soit faite au mieux
pour des épargnants de masse. Donc nous, on est très investis dans l'éducation du marché. Alors, je termine quand même en disant que sur la finance à impact, il y a des débats aujourd'hui européens sur est-ce qu'il faudrait intégrer la finance à impact dans un cadre réglementaire et normer la finance à impact. Moi, mon impression aujourd'hui, c'est que la finance à impact, c'est un univers quand même assez particulier au sein de la finance durable. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais en particulier, il y a des débats furieux sur qu'est-ce que ça veut dire définir un contrefactuel et donc mesurer l'impact, qui est le point de départ en fait de la notion de finance à impact, avec des écoles très très différentes. J'ai des idées sur ce qui est plausible ou pas, mais je ne vais pas m'attarder. Mon point, c'est que je pense qu'on n'est pas dans un contexte où il serait souhaitable qu'on intervienne dans le sens d'une normalisation, parce qu'il faut, à mon sens, laisser le marché à ce stade trouver les meilleures solutions qui sont quand même très contractuelles et très tailor-made aujourd'hui. Je partage complètement cette opinion. Juste sur la question de la formation des conseillers financiers, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je peux témoigner que les acteurs, un certain nombre d'acteurs en tout cas, essayent de faire ce qu'ils peuvent en ce sens. Et par exemple, je peux en témoigner parce que BNP Paribas m'avait demandé d'intervenir dans une formation qu'ils avaient mise en place pour l'intégralité des personnes qui sont en agence, en contact avec leurs clients sur des enjeux d'ISR plus que de finance à impact. Donc voilà, en tout cas, eux, ils essayent de faire des choses et j'imagine que c'est le cas des autres acteurs. Le problème, c'est que, comme vous l'évoquiez, c'est extrêmement compliqué. Alors, je parle pas de la finance à impact, parce qu'à la limite, la finance à impact, c'est presque plus simple que l'investissement socialement responsable sur des sociétés cotées, dont Stéphane pourra vous parler mieux que moi. Mais c'est vraiment très compliqué. Et le problème, c'est que de ce fait, les agents qui sont en contact avec la clientèle ne le recommandent pas. Ils ne le recommandent pas parce que, comme ils ne maîtrisent pas le sujet, ça leur évite de ne pas pouvoir répondre à une question ou à une, j'allais dire agression, en tout cas une critique qui peut être forte sur le fait que ce qui est vendu comme ISR, en fait, ça l'est pas, c'est du greenwashing, donc leur banque, c'est du greenwashing, etc. Et donc, plutôt que de se mettre dans cette situation, le problème, c'est qu'ils préfèrent ne pas recommander le produit. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, de formation, de formation des agents en contact avec les épargnants sur ces sujets, mais c'est très compliqué. Merci Fanny. On arrive au terme de cette table ronde. Donc je dis également merci Léa, merci Jérôme, merci Laurent. Vous avez été très informatifs, mais aussi très inspirants. En tout cas, moi, vous m'avez inspiré un mot de synthèse, puisqu'on a démarré sur une note de poésie. Je vais essayer de paraphraser un poète et un philosophe très ancien français en disant « Financement sans gouvernance, finance sans gouvernance n'est que ruine de l'investissement. » Voilà. Et de notre héritage, bien entendu. Je vous remercie. Un applaudissement pour nos intervenants et à bientôt.